Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus. La dernière fois, nous avons abordé dans une de nos précédentes vidéos sur les amplificateurs, nous avons vu comment réaliser un amplificateur. Cette fois-là, nous avions réalisé un amplificateur de classe A, un amplificateur qui était autour d'un AOP. Nous avions choisi, pour l'exemple de la dernière fois, c'était la TDA 2040, sur lequel nous avions réalisé un schéma similaire à celui-ci. Donc, l'inconvénient de ces amplificateurs, c'est quoi? C'est que déjà, ces amplificateurs ont comme défaut qu'ils ont un très mauvais rendement. Ils ont un mauvais rendement, mais ils distribuent bien le son, ils distribuent fidèlement le son parce qu'il y a beaucoup d'énergie à dissiper dans ce composant-ci, dans cette TDA-ci, et nous ne pouvons pas donc le faire transiter de très grande puissance. Par exemple, cet ampli-ci, vous allez voir, par exemple, il peut délivrer par exemple une puissance peut-être inférieure à 15 watts. Ainsi de suite. Vous ne pouvez pas, avec ce composant-ci, à moins d'en mettre plusieurs à la chaîne, mais là, ça devient juste une tautologie. Mais plus vous en mettez à la chaîne, plus les pertes augmentent aussi et il faudra dissiper chacun de ces composants principaux ici. Donc, ce montage-ci a un défaut, son rendement n'est pas satisfaisant. Mais il redistribue fidèlement le son qu'il a emmagasiné. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'une nouvelle classe d'amplificateurs qui, ici, on les appelle les amplificateurs de classe D, les amplis classe D. Vous avez sûrement entendu parler, si vous êtes un passionné des circuits d'amplification, un ampli classe D est un ampli qui permet d'amplifier des signaux tout ou rien. Donc, il amplifie vos signaux en tout ou rien. Et cet amplificateur est monter autour des transistors MOSFET ou des circuits haute fréquence. Donc, transistors MOSFET qui peuvent s'ouvrir et se fermer à très haute fréquence. Ou peut-être, je sais pas, d'autres pourront peut-être utiliser des thyristors, mais ça va être un peu compliqué. Oui. Donc, ou tout interrupteur électronique qui est capable de commuter à grande vitesse. Donc, déjà, comment est-ce que l'amplificateur à classe D fonctionne? Un amplificateur classe D, c'est une combinaison de plusieurs modes d'amplification. Il fonctionne plus sur la comparaison du signal de notre musique, de notre signal musical, avec la comparaison d'un signal triangulaire de référence et en sortie, il envoie soit tout, soit rien. Et ces modulations de tout ou rien, par exemple, c'est vrai que je ne vais pas vous si on déconnecte cette partie-ci pour ne pas vous déconcentrer bien sûr. Si on déconnecte cette partie et qu'on prend un oscilloscope, que nous plaçons une pin là et une pin là. Donc notre amplificateur à classe D, il fonctionne sur le principe de la comparaison de notre signal musical. Nous allons appeler ça un signal musical, oui, notre V-sine. Avec un signal triangulaire généré par, vous pouvez le générer par NE555. Nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo comment utiliser les 555 pour générer des signaux. Vous voulez le signal carré, vous pouvez le récupérer autant pour moi sur la pin 3 de l'oscillateur à 555. Et pour le signal triangulaire, c'est sur la pin 6 du NE555. Donc, si on lance là, vous voyez, là nous avons deux signaux. Par exemple, là, nous avons deux signaux. Le signal d'entrée à basse fréquence, bien sûr, je pense que la fréquence là c'est 50 Hz. Et le signal généré par le 555 qui est un signal à haute fréquence. Là, nous sommes à 100 000 Hz. Parce que si vous vous rappelez les vidéos sur les oscillateurs à 555, si vous calculez la fréquence résultant de ce 555-ci par la formule qui est période égale à 1 sur R2 plus 2R1, le tout en facteur de C. Donc, c'est ça la formule de la période. Et si vous essayez de calculer là, vous allez voir que là, nous sommes à une fréquence de 100 000 Hz pour le 555. Et pour notre signal audio, j'ai alloué une fréquence de 50 Hz. Donc, vous voyez que si on les fait, vous voyez que si on modifie la période d'affichage de l'oscilloscope, nous pouvons envoyer, là nous sommes connectés sur quel pin, channel A et D. Donc nous pouvons
mettre le channel B comme un channel de référence et le mettre là. Ouais, c'est vrai, je vais y arriver. Channel A, on le met à GND et on le met en concordance de temps avec le channel D. Ça, c'est pour avoir une référence, bien sûr. Channel C et channel D également, nous éteignons littéralement le channel C et nous envoyons le canal D sur la même référence. Et là, pour ce qui est des temps, nous pouvons tous les envoyer à 1 volt par division pour mieux visualiser. 1 volt par division. Et nous remettons le canal A en AC et le canal B en AC. Où est-il? Canal B en AC. Ah non, c'est pas le B. Canal D plutôt. Nous le remettons en AC. Donc, déjà, ce qu'on observe, c'est quoi? Si nous essayons d'observer plus amplement le signal, vous allez voir que nous allons un peu augmenter. C'est vrai, c'est pas très clair. Non, nous ne sommes pas sur canal B, canal A plutôt, 0,2, canal D, 0,2. Ah non, prenons-le à 0,5, 1. Celui-ci à 1 aussi. Donc, si vous regardez ici, vous allez remarquer que notre fréquence du 555 est une très haute fréquence que nous allons comparer avec notre signal à basse fréquence pour générer à la sortie de ce comparateur-ci, un signal qui sera tantôt un signal haute fréquence, mais modulé en basse fréquence. Donc modulé, donc on aura une modulation de notre signal basse fréquence, mais une modulation haute fréquence. Donc si on enlève ça pour mieux visualiser, voilà. Donc là, vous voyez là. Et notre circuit amplificateur opérationnel, lui, il a pour rôle d'effectuer la comparaison entre le signal du 555 et le signal fourni par notre amplificateur audio ATDA 2040. Je vous ai dit, la TDA 2040 avait pour défaut que elle a beaucoup de pertes. Mais ayant beaucoup de pertes, ça ne nous empêche pas d'amplifier légèrement un signal avec lui pour finalement effectuer l'amplification plus grande et le rendement global déjà ne sera plus trop impacté par la TDA 2050 ou 2040 qu'on a utilisé. Donc là, ce circuit de ATDA, c'est comme un circuit préamplificateur. Nous avons déjà expliqué ça dans une précédente vidéo, là, oui. Donc si nous lançons là, nous avons déjà tout chargé. Je pense que vous avez la vidéo sur ça. Si nous lançons là, ça se met à jouer. Donc ça se met à jouer et là, ça amplifie notre signal d'abord. Donc nous allons stopper, nous ne sommes pas là pour ça. Vous voyez là, ça amplifie notre signal d'entrée. Ce que nous faisons ici, c'est la même chose. Nous amplifions notre signal d'entrée légèrement. Et ce signal légèrement amplifié, nous l'envoyons sur la pin 1 d'un AOP que nous comparons avec un signal triangulaire. Alors certains vont me demander pourquoi comparer avec le signal triangulaire du 555 et non pas avec le signal carré. Le désavantage d'utiliser la pin 3 pour la comparaison, c'est que le signal carré est tantôt à 1 tout le temps, tantôt à 0 tout le temps. Donc la comparaison sera elle sera biaisée parce que notre signal ici, il est alternatif, donc il alterne. Et notre comparaison doit aussi être effectuée. Si on veut faire une comparaison tout ou rien, on doit aussi effectuer une comparaison avec un signal qui alterne, mais pas seulement en tout ou rien. Je ne sais pas si on s'est compris. Donc là, si nous visualisons les signaux, attendez, là j'enlève ça. Si nous visualisons, par exemple en A aussi, nous visualisons le signal généré par la pin 3. Non, je n'aurais pas dû faire ça. Oui. Si nous visualisons le signal généré par la pin 3 du 555, nous constatons que le signal généré par la pin 3 est tantôt à 1, tantôt à 0. Donc, vous allez mieux travailler ça. Vous voyez, ce signal est tantôt à 1 ou il est tantôt à 0. Et c'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi? Parce que si on veut effectuer la comparaison avec un signal qui alterne, là, on peut zoomer un peu.
Parce que si vous voyez, si on veut effectuer la comparaison avec un signal qui est alternatif, la comparaison ici sera biaisée parce qu'il est tout à 1 ici. Donc, la comparaison, si le signal est peut-être alternatif, vous voyez, s'il alterne comme ça dans cette période-ci, on aura une seule valeur. Pourtant, le signal est en train de varier et il faut effectuer une comparaison continue. Donc, le meilleur moyen de le faire, c'est avec un signal triangulaire qui pourra effectuer une comparaison continue. Donc, vous voyez, même si le signal alterne là, il va finir par couper là et on aura à chaque fois à tester les valeurs et à effectuer une sortie tout ou rien. Donc, ce serait mauvais pour vous de prendre le signal, de prendre la valeur du signal de sortie comme carré, donc du signal à comparer comme un signal carré. Si vous le faites, c'est que c'est une mauvaise chose. Ça ne fonctionnera pas convenablement et il y aura beaucoup de parasites. Donc, ceci dit, nous allons connecter là. Le logiciel Proteus a néanmoins ceci comme défaut, c'est que les AOP que j'ai eu à utiliser dans le logiciel Proteus pour la comparaison, ce sont des AOP. Je ne sais pas si ce sont les AOP qui le causent, mais Proteus ne nous effectue pas la comparaison en très haute fréquence. Parce que là, nous sommes à 100 000 Hz et nous voulons une comparaison à un signal à 50 Hz. Proteus a tendance à bugger. Donc, même si je lance là et que je récupère le signal à la sortie, vous allez voir, le signal à la sortie ne sera pas du tout la composante comparée haute fréquence que nous attendons. Donc là, c'est pas grave, mais aujourd'hui, j'aurais plus aimé que nous voyions ensemble comment fonctionne le système. Donc là, si le signal de 50 Hz est au-dessus de notre signal triangulaire du 555, alors là, la sortie est soit à plus 20 volts. Si c'est le contraire, elle est à moins 20 volts. Donc, ce sera en plus ou moins 20 volts. Donc, ce plus ou moins 20 volts, va refléter l'état de l'entrée, qui est notre signal VESA-IN. Donc, il va refléter l'état de l'entrée amplifiée. Parce que là, on quitte d'une entrée, par exemple, comme on quitte de là, on peut amplifier et arriver ici, par exemple, peut-être à 3 volts, je suppose, et comparer avec les 3 volts qui viennent d'ici. Et là, nous allons ressortir avec un plus ou moins 20 volts. Et les plus ou moins 20 volts là seront le reflet des 3 volts si amplifiés. Le reflet, parce que là, c'est 10 milli, par exemple, là, 3. Ce sera le reflet, par exemple, de la tension audio amplifiée qui va revenir là. Donc, cette tension sera appliquée donc à ces deux transistors-ci montés en tête bêche. Ouais. Donc, ces transistors-ci, ils auront pour rôle soit de laisser passer les signaux positifs, soit de laisser passer le signal négatif. Soit de laisser passer au signal négatif. Ah, quand on parle même de signal négatif, là c'est moins, oui. Donc, ce qui se passe avec les deux transistors, c'est que quoi? Quand nous délivrons plus 20 volts entre ce point-ci, donc quand nous délivrons plus 20 volts entre ce point-ci et la masse, ce plus 20 volts a tendance, vu que il va essayer de polariser les deux transistors. Donc plus 20 volts va venir sur le transistor NPN, qui est le 2N2222. Et vu que 20 volts est supérieur à la tension de base du NPN, il va se mettre à conduire et il va amener les 20 volts sur la grille de tous nos transistors MOSFET, que ce soit à canal N ou à canal P. Mais vu qu'il envoie une tension positive de plus 20 volts, il envoie cette tension positive de plus 20 volts sur la grille du IRFP450A, qui est un transistor MOSFET à canal N. Et ces plus 20 volts vont polariser le transistor IRFP450A parce que c'est un transistor canal N, et ils vont polariser son équivalent ici. Quand ils polarisent les deux transistors se ferment, et quand les deux transistors se ferment, une tension plus grande, par exemple, si vous voulez commander par exemple votre ampli audio avec une tension de 100 volts, il faut vérifier que le haut-parleur peut tenir cette tension. Vous voyez, la tension de 100 volts va parcourir notre transistor MOSFET à canal N fermé, traverser notre haut-parleur, revenir par le second transistor canal N qui était fermé et revenir à la masse. Donc, plus 100 volts va circuler dans notre haut-parleur jusqu'à la masse.
Maintenant, lorsque notre comparaison dit plutôt que la tension envoyée par notre fils jack ou notre entrée audio est inférieure à la tension du 555, là nous obtenons moins 20 volts en sortie, donc moins VCC en sortie qui est moins 20 volts. Le moins 20 volts va essayer donc de polariser soit le premier transistor 2N2222, mais une tension négative ne polarise pas le 2N2222 parce qu'il est un transistor NPN. Le moins 20 volts qui sera sur cette pin-ci, oui, je vais la marquer en rouge, oui. Le moins 20 volts qui sera sur cette pin-ci aura tendance plutôt à polariser le 2N2905 qui est un transistor PNP et il va se fermer. Et quand il se ferme, il va se fermer en raccordant le moins 20 volts de l'alimentation à la grille de tous les transistors également. Donc, vu qu'il raccorde le moins 20 volts à la grille de tous les transistors, le moins 20 volts aura tendance à polariser le transistor à canal P. Donc, le transistor MOSFET à canal P, parce qu'un transistor MOSFET à canal P se polarise avec une tension négative. Donc, moins 20 volts polarise ce transistor-ci. Également, il polarise aussi, non, là, ce transistor-ci, il polarise également celui-ci. Et les deux transistors à canal P étant polarisés, une tension négative de moins 100 volts cette fois-ci, donc d'où l'intérêt encore de moins 100 volts, pourra circuler de notre haut-parleur, revenir dans l'autre canal P et repartir à la masse. Donc, c'est par ce phénomène que qu'on appelle généralement cette configuration, c'est une configuration d'amplification audio en tout ou rien. Donc, vous voyez que là, si j'ai une comparaison positive ici, j'ai le tout. Si j'ai une comparaison négative ici, j'ai le, bon, on va appeler le rien ou le moins tout, si vous voulez. Donc, j'ai soit le tout, soit le rien, soit le tout, soit le rien, soit le tout, soit le rien. Et le signal donc créé aux bornes de ce haut-parleur-ci sera le reflet du signal d'entrée modulé en haute fréquence et appliqué à notre haut-parleur. Ce qu'on peut faire cette fois-ci, c'est que, c'est vrai, je n'ai pas terminé le schéma ici, et c'était fait exprès. Notre haut-parleur, avec une tension de plus 100 volts, moins 100 volts, n'oublions pas que c'est une bobine. Et une bobine, vous voyez là, vu que c'est une bobine, il ne faut pas lui appliquer une tension continue directement comme ça et laisser le courant s'interrompre lors des transitions entre plus 100 volts, non, ma souris dérange, entre plus 100 volts et moins 100 volts. Donc, il y aura un instant de passage entre le plus 100 volts ici et le moins 100 volts. Cet instant peut être destructeur pour notre amplificateur audio parce que le courant aura tendance à se rompre. Donc, pour éviter cela, nous allons placer une inductance ici. Donc, une inductance, bien sûr, de forte valeur et une inductance de filtrage qui aura tendance à filtrer les signaux haute fréquence. Donc, un filtre passe-bas pour tout dire. Donc, là, nous avons les inducteurs. Bon, là, je fais pas vraiment les igner sur les inductances. Ce sera à vous de déterminer la valeur en fonction. Parce que n'oublions pas que notre signal audio d'entrée, pour les signaux audio audibles par l'homme, ce sont généralement des signaux entre 20 Hz et 20 kHz. Donc, notre filtrage ici, notre filtre LC ici, parce que nous avons placé d'abord une inductance L. L'inductance L ici a pour rôle ici d'éviter les interruptions de courant parce que l'inductance emmagasine de l'énergie. D'éviter les interruptions de courant lors des passages entre plus VCC et moins VCC. Donc ça, ce sera le rôle de notre inductance. Nous pouvons y adjoindre aussi une capacité qui pourra filtrer, bien sûr, qui pourra, oui, agencer à l'inductance, filtrer créer l'effet d'un filtre passe-bas et filtrer les hautes fréquences de découpage. Parce que là, nous effectuons une comparaison à très haute fréquence. Nous prenons un signal, par exemple, que sa fréquence est entre, on va dire, entre 20 Hz et 20 kHz, que nous comparons
et modulons à une fréquence de 100 kHz. Donc, vous avouez que en effectuant cette modulation-là, nous aurons des signaux parasites. Donc, il y a ce qu'on appelle les harmoniques de rang 1, les harmoniques paires, les harmoniques impaires. Donc là, vous pouvez adjoindre aux bornes du condensateur et de l'inductance une capacité. Et la capacité, l'inductance et la capacité, vous pouvez les choisir de telle en sorte à former un filtre. Bien sûr, un filtre passe-bas qui va laisser passer les plages de fréquences basses les fréquences inférieures à 20 kHz. Donc, vous pouvez les dimensionner pour cela. Pour cela, vous allez regarder notre vidéo sur l'étude fréquentielle avec le logiciel Proteus que nous avons fait dernièrement. L'étude est sur la chaîne. Là, nous réalisons une étude fréquentielle pour vous montrer comment choisir les valeurs des capacités et comment les dimensionner dans Proteus pour obtenir un filtre passe-bas. Donc là, vous pouvez choisir votre fréquence de coupure, par exemple, vu que les signaux audio, audibles bien sûr, se trouvent dans la gamme de fréquences entre 20 Hz et 20 kHz. Vous pouvez dimensionner cette inductance et cette capacité-ci pour qu'elle se situe dans la gamme audible des signaux, donc dans la gamme 20 Hz à 10 Hz. Donc, la gamme 20 Hz à 20 kHz, autant pour moi. Donc, 20 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, tout ça sera compris dans la gamme de votre filtre passe-bas. Donc, vous faites un filtre passe-bas qui a comme fréquence de coupure 20 kHz. Donc, tous les signaux haute fréquence, tous les signaux parasites haute fréquence générés par notre comparaison et modulation ne viendront pas impacter notre haut-parleur et nous n'aurons pas des grésillements ou des sifflements. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que nous choisissons d'utiliser un oscillateur 555 à très haute fréquence, moi je leur répondrai que l'objectif de choisir un oscillateur 555 à haute fréquence, c'est justement parce que si nous choisissons un oscillateur de basse fréquence, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que les signaux audibles, les signaux que notre téléphone, notre ordinateur, je sais pas, notre fiche jack va nous envoyer ici, ce sont des signaux entre 20 Hz et 20 kHz, généralement. Donc, si nous réalisons notre oscillateur 555 à une fréquence de 10 kHz, vous voyez que cette fréquence tombe pile poil dans la fréquence des signaux audibles. Et 10 kHz, c'est une fréquence audible. Donc, l'oscillateur 555 aura tendance à émettre des bruits. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. À émettre des bruits et ces bruits seront nocifs. Ces bruits seront nocifs. Et nous voulons donc éviter les bruits que notre montage proprement dit peut émettre. Donc, nous ne voulons pas qu'en plus du haut-parleur, un composant se mette à émettre des bruits. Là, ce serait vraiment gênant. C'est bien pour ça qu'on hache en haute fréquence à 100 kHz. Vous voyez que si la fréquence audible est à 20 kHz, à 100 kHz, nous n'aurons littéralement pas de bruit venant du circuit d'oscillation. Donc, c'est bien pour cela qu'on choisit une fréquence aussi élevée. Donc, je vous ai dit tantôt, Proteus a du mal avec les hachages haute fréquence. Là, si je place même un oscilloscope là, nous n'allons pas récupérer grand chose ici. Donc, néanmoins, je peux tester tout le fonctionnement et le fonctionnement, le montage, honnêtement, il fonctionne. J'ai déjà eu à le réaliser pratiquement, il fonctionne. Nous allons consacrer une autre vidéo pour la réalisation du typon ou du routage de la carte de ce schéma-ci. Oui, nous allons réaliser une autre vidéo. Mais honnêtement, il fonctionne et tous les blocs ont été testés indépendamment. Donc, vous pouvez tester indépendamment le circuit d'amplification là. Donc là, vous voyez le circuit d'amplification, de préamplification, on va l'appeler comme ça parce qu'il n'est plus seul à amplifier. Le circuit d'oscillation 555 haute fréquence. Là aussi, vous voyez là, il nous crée des ondes triangulaires. Oui. Et nous pouvons même adjoindre, nous pouvons tester même notre circuit de hachage final dans ce circuit-ci. Nous pouvons le tester également, ce circuit-ci. Ouais, nous pouvons copier l'image. Maintenant, copie sur clipboard, copie. Ouais, nous pouvons copier l'image, venir la coller là.
Donc, mais vous comprenez bien que c'est vraiment pas ça l'objectif, mais donc là, euh, nous pouvons prendre une batterie ici. Donc, mais là, c'est vraiment pour vous permettre de tester parce que Proteus a du mal. Je vais tester le montage global tout à l'heure, vous allez voir. Proteus a du mal à tout calculer. Et au final, vous n'arrivez pas à assimiler grand-chose. Donc, c'est un peu dommage. Si vous avez une solution, donnez-la moi en commentaire, mais je pense que là, c'est vrai. Ouais. Mais je pense que là, Proteus a juste du mal. Je ne sais pas si c'est l'amplificateur qui fait. Donc là, allons. Nous allons placer également cette batterie ici. Avec la masse, le point de masse au ground. Donc, par exemple, là, voici notre circuit final. Si nous voulons effectuer, par exemple, l'amplification, là, nous pouvons, je sais pas, c'est vrai que je ne vais pas dimensionner. Je n'ai pas dimensionné le filtre de sortie. Faites-le, il y a une vidéo consacrée à ça. Je ne veux pas rendre cette vidéo-ci non plus éternelle. Supposons que notre signal amplifié et modulé à une fréquence de 100 kHz vienne dans notre circuit d'amplification final. Ce qui se passerait, ce serait ça. Donc là, vous allez entendre un bruit et là, nous allons activer les options d'animation et voir les sens de courant. Donc là, nous allons ramener ça un peu vers le centre. Donc en gros, ça c'est ce qui se passerait après. Vous voyez là, nous effectuons ainsi de suite. Nous effectuons le découpage. Donc notre signal audio qui va arriver ici à très haute fréquence va être donc découpé, donc va être amplifié donc via les transistors MOSFET. Parce que nous avons déjà découpé, bien sûr, va être amplifié via les transistors MOSFET. Et notre filtre inductif et capacitif va nous aider à éliminer les fréquences parasites et à éviter donc les disparitions soudaines de courant et ou les pics de courant soudains. Donc, ceci dit, nous pouvons aller tester notre schéma global. On va aller tester notre schéma global, dans tout notre schéma là, avec notre amplification audio. C'est vrai, notre circuit, ah non, CTRL Z, donc là, si nous lançons la simulation, et nous fermons là. Donc là, vous voyez, le comparateur, là, il ne fait pas son travail parce qu'il est censé comparer le signal basse fréquence avec le signal haute fréquence. Le comparateur nous bloque tout le montage parce que tous les blocs du montage fonctionnent. Donc, il n'y a que le comparateur qui doit comparer les signaux basse fréquence et haute fréquence et les moduler ensemble parce qu'il compare et il donne une information en sortie, compare et il donne une information en sortie. Donc, si vous avez une solution pour le comparateur dans Proteus, bien sûr, faites-le. Mais le schéma est totalement fonctionnel. J'ai déjà eu à réaliser le schéma à plusieurs reprises. Il est fonctionnel. Et pour un amplificateur, généralement, moi, j'avais réalisé le schéma, c'était pour un amplificateur d'environ 300 watts, oui, je pense. 300 watts, il fonctionnait correctement. Mais vérifiez à dimensionner ce filtre de sortie ici parce que les valeurs que j'ai mises là, ce sont des valeurs aléatoires. Je n'ai pas dimensionné du tout. Donc, ce filtre de sortie doit être dimensionné de telle en sorte qu'il rejette les fréquences supérieures à 20 kHz parce que je vous ai dit que les fréquences audibles, généralement, c'est entre 20 Hz et 20 kHz, généralement, les fréquences audibles. Donc, ceci dit, dans de prochaines vidéos, nous allons réaliser tous les schémas que nous sommes en train d'établir ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous vraiment, c'est vraiment encourageant de voir à quel point vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie de me soutenir. Abonnez-vous et likez, partagez la vidéo et posez vos difficultés en commentaire. Il y a vraiment très peu de commentaires, pourtant le travail fait est important. Pourtant il y a très peu de commentaires, donc laissez des commentaires, laissez des likes et à très bientôt.